Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre en direct dans Question d'actu. Ce soir, nous nous pencherons sur la situation qui prévaut au Maroc. Des milliers de personnes ont manifesté dimanche dans une quarantaine de villes au Maroc sur l'avenue Mohamed V. Les manifestants ont organisé un meeting au cours duquel ils ont scandé des slogans dénonçant la hausse des prix des matières premières, des légumes et du carburant, ainsi que des slogans appelant à l'instauration de la justice sociale, la liberté et l'égalité réelle. Les manifestants ont également dénoncé la confirmation par la Cour de Casablanca des 2 peines lourdes de prison contre des journalistes, la répression par les forces de sécurité des enseignants contractuels ainsi que la normalisation par le Maroc des relations avec l'entité sioniste. Les inégalités, la pauvreté, la corruption créent dans le pays une tension sociale aux conséquences imprévisibles. Jusqu'où cela peut-il aller justement? Nous en débattrons ce soir avec nos invités et nous accueillons sur le plateau M. Fahed. Vous êtes analyste politique. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir, madame. Nous accueillons également M. Saïd Layesh, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci d'être présent ce soir avec nous. Avant d'ouvrir le débat, je vous propose d'abord de faire un étape sur ce qui s'est passé ces derniers jours au Maroc dans ce sujet signé Abdelmajid Benrassi. Un Marzin ébranlé par la colère grandissante de la rue. C'est un royaume aux abois et au bord de l'explosion qui file à l'horizon. Tous les jours, depuis des semaines, des centaines de milliers de Marocains battent le pavé. Des manifestations qui n'ont épargné aucune ville du Maroc. Ils sont sortis exprimer leur ras-le-bol, leur colère contre les mesures répressives du Marzin et ses politiques économiques et sociales qui ont plongé et mis à genoux des populations entières. C'est la précarité et la pauvreté extrême qui s'installent. L'écrasante majorité des Marocains frôle la misère. C'est carrément la survie pour beaucoup de citoyens marocains. Les manifestations se poursuivent, transporteurs et enseignants reviennent encore une fois à la charge. Nous représentons la des enseignants contractuels, nous condamnons et dénonçons cette répression aveugle et injustifiée qui s'abat sur les enseignants ici à Rabat ou ailleurs. Je sais que cet arsenal policier déployé n'attend que les ordres pour commencer à réprimer. Au départ, la flambée des prix a touché les carburants, mais aussi les denrées alimentaires de base, ce qui a provoqué des manifestations contre la cherté de la vie à travers le pays. Le taux d'inflation a augmenté de 3,1% sur un an en janvier. En août, après 2 années de crise sanitaire, le Royaume est frappé par une sévère sécheresse, alors que son économie est tributaire du secteur agricole, premier contributeur au PIB à hauteur de 14%. C'est un véritable mouvement appelé Front social marocain qui est en train de s'installer, tout en prenant de l'ampleur et de la force en termes de mobilisation générale de la société marocaine. La sensibilisation contre la cherté de la vie, l'inflation et le verrouillage des libertés collectives et individuelles sont une autre constante de la rue marocaine. Une rue cependant pacifiste. Nous sommes ici en tant qu'enseignants à manifester pacifiquement. Nous n'avons ni pierre ni armes blanches. Tous ces manifestants sont sûrement les enseignants de vos enfants, de vos sœurs, de vos frères et peut-être même vos propres enseignants. Notre manifestation et notre combat sont clairs. Nous revendiquons nos droits. Des manifestations et des protestations sur le sol marocain, mais qui se sont également étendues à Paris, avec l'appel d'une dizaine d'associations de droits de l'homme activant en France. Un rassemblement a été organisé par la diaspora marocaine devant l'ambassade à Paris. Les manifestants ont dénoncé les pratiques répressives du Marzin et exigé la libération de tous les détenus politiques se trouvant dans les geôles du Royaume. Libérez les détenus au Maroc, libérez. Là pour exprimer notre solidarité avec tous ceux qui luttent au Maroc, surtout les journalistes emprisonnés, ce procès inique qui a frappé dernièrement Omar Radi et Slimane. On voit que le Maroc, les libertés se rétrécissent de jour en jour, c'est scandaleux. Nous dénonçons aussi, on est venu pour dénoncer aussi la complicité des pouvoirs français et occidentaux. Ben voilà, nous, la raison pour laquelle on est ici, c'est l'internationalisme. C'est-à-dire qu'en fait, Omar Radi, les prisonniers politiques, les prisonniers du RIF,
c'est des gens qui se battent contre un pouvoir inique, contre une dictature. Et qu'en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'en France, le meilleur soutien de la dictature, c'est Macron. Donc Macron qui se prétend être un libéral, Macron qui se prétend être un démocrate. C'est la toute première fois qu'un mouvement aussi régulier et rassembleur fait du caractère social son leitmotiv quant à la mobilisation et la protestation contre les mesures de paupérisation et de répression menées par le Merzen et les serviteurs de l'exécutif. La nouvelle démarche de protestation est appelée à durer dans le temps, surtout avec la situation socio-économique du pays qui ne cesse de se détériorer. Toutes les grandes villes du royaume, Casablanca, Rabat, Marrakech, Oujda et bien d'autres se trouvent mobilisés et décidés à rejeter la stratégie du Merzen visant à affamer le peuple. Cette nouvelle donne a engendré une situation de crise qui risque de frapper de plein fouet toutes les institutions du royaume. Aujourd'hui, le Front social marocain exige une solution globale et une démarche de changement systémique, soit des symboles de l'oligarchie du Merzen, inféodé au sionisme et aux forces néocolonialistes. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une crise sur le plan social, mais aussi politique. On parlera d'abord de cette crise sociale. Les inégalités se creusent. Le taux de pauvreté a presque décuplé en un an. L'économie s'est repliée de 7% sous l'effet de la pandémie. Et le tourisme, ressource majeure du pays, est en chute libre, moins de 65%. La grogne sociale est bien présente aujourd'hui, monsieur Layachi, et gagne du terrain. Tout à fait. J'allais presque dire que, pour reprendre les titres d'un roman célèbre, à l'Ouest, il n'y a rien de nouveau, sauf que les choses se sont terriblement aggravées. D'où la situation qu'on connaît maintenant. Et à mon sens, il y a deux facteurs qui ont été les facteurs déclenchants de la situation qu'on connaît, le bouillonnement de la rue marocaine. Alors, il y a d'abord la normalisation qui a eu lieu avec l'État sioniste, qui a été l'étincelle qui a allumé la mèche. Il ne restait plus de dignité aux Marocains de base. Il n'avait plus de personnalité spirituelle. Il a vu son roi, comment dire, des croyants, qui a normalisé avec les sionistes les tueurs de Palestiniens et qui était accueilli à bras ouverts et tapis rouge. Et donc, quelque part, il n'avait plus de cap. Il était sans boussole. Et puis, sur ça, là, c'est greffé. Ils se sont sentis trahis. Trahis, humiliés, poignardés dans le dos. Tout y passe et tout est juste. Et puis, il y a eu donc l'aggravation de la situation sociale. Vous venez de le préciser dans votre introduction. Tous les secteurs pratiquement ont connu une chute libre dans les chiffres qui les concernent. Les services ont chuté lourdement. Les produits agricoles ne passaient plus vers l'Europe comme c'était dans le temps. Et puis, donc, cette précarité, ce manque, cet effondrement du pouvoir d'achat touchait même ceux qui n'existaient pas, mais qu'on pouvait considérer la classe moyenne, puisqu'on a vu dans votre reportage que même les enseignants donc, étaient concernés à très haut niveau. Et là, maintenant au Maroc, sans se tromper, on peut dire qu'il y a le roi et son entourage avec des oligarques et des prédateurs. Le Merzen étant utilisé pour garder la maison. Et puis il y a le peuple qui, lui, abandonné à lui-même, humilié, méprisé, piétiné, et qui, trop c'est trop. De tous ces gens-là, beaucoup d'entre eux n'ont pas de quoi manger le soir, ou ils sont sortis dans la rue. C'est-à-dire ils sont perdus, ils sont abandonnés, ils sont délaissés pour compte. Et donc, ce qui devait arriva, et rappelez-vous, dans une émission que nous avons faite avec vous il n'y a pas longtemps, on a dit que la normalisation pouvait être justement le facteur déclenchant de cette situation que connaît aujourd'hui le Maroc. Alors, vous l'avez dit, hein, la grogne sociale a réussi aujourd'hui à atteindre tous les secteurs. Hein. On l'a vu au niveau des enseignants, les infirmiers, les transporteurs, avec la hausse des hydrocarbures, la hausse de l'essence. Alors aujourd'hui, un membre du Front social marocain avait déclaré que les manifestations organisées dans le pays expriment notre colère. C'est une colère qui se renforce parmi les classes populaires aujourd'hui. Je voudrais dire d'abord, à titre personnel, je n'ai jamais cru en les mouvements sociaux spontanés. C'est une sédimentation, aussi bien du point de vue des droits humains que pour des questions économiques et sociales. Je pense pour
comprendre ce que nous voyons maintenant au Maroc, sans faire trop d'histoire, nous pouvons mettre en perspective deux périodes. La période du roi Hassan avec répression qui a touché tous les activistes et toute la classe politique. Pour ceux que cela intéresse, les témoignages de Serfati et d'un écrivain français, d'un auteur français, notre ami le roi, peuvent y retourner. Pour revenir à l'histoire plus récente, depuis 2016, nous avons assisté déjà dans la région de l'Hoceïma et dans le Rif d'une manière générale à des mouvements que le Makhzen a essayé de taxer de mouvements identitaires. Mais quand on connaît l'élément déclencheur, la mort atroce du jeune Mohsen Fkeri, qui a été broyé par un tombereau, c'est-à-dire par une benne à ordures, alors qu'il essayait de récupérer du poisson qui lui a été dérobé par les Mkhazni et par les policiers, et que dans un témoignage, le chauffeur du tombereau a dit que j'ai reçu l'ordre d'actionner le broyeur. On comprend un peu mieux. Donc pendant une année, nous avons vu ce mouvement qui était plus ou moins circonscrit dans la région de l'Hoceïma et dans le Rif, mais qui, contrairement à ce que prétend la presse amie du Makhzen, une certaine presse française, mais aussi la presse, l'appareil, j'allais dire, de propagande du Makhzen, que c'est un problème identitaire, ce qui n'est pas le cas. Donc, après le hirak de la région de Hoceïma, nous avons eu le mouvement du 20 février. Le mouvement du 20 février qui a touché toutes les régions du royaume. Et ce mouvement avait deux objectifs. Le premier, c'est de militer d'abord pour une monarchie constitutionnelle, mais aussi pour les problèmes économiques et sociaux qui ont commencé bien avant la pandémie, à cause de raisons endogènes. Pour éviter le printemps arabe, le roi avait utilisé les frères musulmans du PJD avec un discours beaucoup plus populiste. Et quand ils ont terminé de jouer le rôle... Ça a été l'échec, hein, la débâcle. Ça a été l'échec. Ils se sont débarrassés, le palais et le Makhzen. Quand on dit le Makhzen maintenant, il faut, j'allais dire, mettre des noms, des visages et des institutions. Le Makhzen maintenant, c'est la DGSE de Abdellatif El-Hammouchi, c'est la DGSN de Mansouri, c'est un certain nombre qui ont pour mission deux missions importantes: mentir dans la communauté internationale et attaquer l'Algérie, le grand voisin de l'Est, par rapport au Maroc, le grand voisin de l'Est, et lui faire porter la responsabilité de tout le mal. Je pense qu'une fois nous avons mis en perspective ces évolutions au sein de... on comprend mieux la situation. On comprend mieux ce qui arrive au jour d'aujourd'hui dans toutes les villes marocaines. La pandémie, oui, elle a joué un rôle. La pandémie a impacté toutes les économies, mais cette pandémie apporte deux choses, deux éléments qu'il faut retenir pour la suite du débat. Un, que l'économie marocaine est une économie fragile, c'est une économie déstructurée, et que... Il n'y a pas de politique sociale également envers... On va y revenir, on va y revenir, parce que l'absence d'une politique sociale, la politique sociale, c'est d'abord les transferts sociaux et les subventions, notamment dans les périodes difficiles. Tout le monde sait que l'école publique au Maroc est une école complètement délabrée, et qu'en réalité, c'est l'école des pauvres. Et c'est l'école des laissés-pour-compte. Ce n'est pas une école qui donne de l'éducation et du savoir, c'est une école qui occupe les enfants des pauvres.
et que l'essentiel de l'enseignement... Il y a des inégalités flagrantes aujourd'hui qui se creusent. Il y a eu ce rapport de l'ONG Oxfam publié en juin 2019 et qui disait que le Maroc reste le pays le plus inégalitaire du nord de l'Afrique. Il y a une disparité flagrante entre riches et pauvres qui se présentent aujourd'hui comme des défis majeurs et qui font du Maroc aujourd'hui un pays instable. Tout à fait, tout à fait. Il y a donc ce rapport d'Oxfam dont vous parlez et qui est très significatif concernant la situation, cette situation inégalitaire entre les trucs. Il y a également, parmi les chiffres qui datent à peu près de 2020, il y a 34% de la population du qui vit sous le seuil de la pauvreté. Oui, oui. Il y a un chiffre de 470 000 Marocains qui sont passés en dessous du seuil de pauvreté, portant le taux de pauvreté à 6,1%. Absolument, absolument. Et donc, aujourd'hui, je crois, comme nous l'avons avancé l'heure, que la conjonction de plusieurs facteurs déclenchants qui a amené à cette situation, une situation qui d'ailleurs est appelée à s'inscrire dans la durée parce qu'on a vu que, aussi bien d'ailleurs pour la normalisation, on a vu qu'il y avait des associations qui étaient structurées pour dénoncer la normalisation entre le Royaume du Maroc et la rejetée entre le Royaume du Maroc et l'entité sioniste. Et aujourd'hui, on a vu dans le reportage qu'il y a des associations d'enseignants, des associations de trucs. Ça veut dire que le mouvement est en train de se structurer. Quand il y aura le raccordement, la coordination entre toutes ces structures sociales, à ce moment-là, le mouvement prendra encore plus d'ampleur et aura un autre rythme et une autre force dans la société. Je le disais tout à l'heure, c'est une colère qui se renforce parmi les classes populaires, ce que disait un membre du Front social marocain. Donc c'est appelé à s'inscrire dans le temps encore, d'autant que la crise économique risque d'impacter encore davantage le Maroc avec ce qui se passe à l'international. D'abord, pour des raisons endogènes, ça ira de mal en pire. Ça ira de mal en pire. Nous n'avons aucun complexe à dire que nous avons fait l'expérience de la jonction du politique avec l'oligarchie financière. Notre pays, je pense que cela fait peur au Marzen. Notre pays est en train de revenir à une orthodoxie en matière de gestion politique, de gestion de la chose publique et de la gestion de l'économie. Les procès en cours dans notre pays qui dénoncent l'oligarchie financière doit donner des sueurs froides à l'oligarchie marocaine. Il faut dire qu'avec l'arrivée de Aziz Akhanouch, dont le gouvernement est essentiellement composé d'hommes d'affaires... Et qui est très mis à mal. Qui n'ont ni le sens de l'État, ni le respect du peuple, pour le peuple marocain, et qui s'inscrivent dans l'enrichissement sans cause. Il faut rappeler que le dossier de la recherche du pétrole dans la région de Tendra, je pense, et c'est la compagnie de Aziz Akhanouch, utilisant les moyens du trésor public marocain, qui s'est mis avec une société, une compagnie anglaise pour la recherche. Tout le monde parle maintenant du scandale de l'or de la région de Tata. Le scandale de l'or de la région de Tata implique le Premier ministre, Aziz Akhanouch, et d'autres oligarques qui sont au pouvoir. Donc, d'abord, un pays avec une économie complètement déstructurée, partagée entre la prédation de la holding royale et la prédation du Marzen, notamment des oligarques, la répression qui touche toutes les couches de la société, et avec l'utilisation de moyens immenses. On s'attend à un journaliste pour position parce qu'il dénonce ce qui se passe dans son pays. Allant de 5 à 6 ans. Oui, on lui crée un dossier mœurs. Et c'est terrible parce que, vous savez, nous sommes dans une société arabo-musulmane où l'honorabilité
pour beaucoup. C'est-à-dire que le makhzen, quand il te frappe de manière à ce que tu ne te relèves plus. C'est-à-dire qu'il frappe ta dignité. Je voudrais, si vous me permettez, ouvrir une toute petite parenthèse. Nous parlons dans ce studio et dans d'autres de la situation au Maroc pour des considérations objectives. D'abord, c'est un pays voisin, c'est un pays dont la situation nous importe au plus haut point. Nous connaissons l'Algérien. L'Algérien reçoit à bras ouverts les 50 000 travailleurs marocains qui sont dans notre pays. Il n'y a pas de travailleurs algériens qui partent en nation au Maroc. Les quelques rares algériens, j'espère que ma déclaration ne va pas leur attirer les foudres du makhzen, les quelques Algériens qui sont au Maroc sont des propriétaires, sont des commerçants. Les Marocains qui sont dans notre pays sont reçus à bras ouverts. Ils sont essentiellement dans le bâtiment. Même les autorités se montrent très compréhensives à l'égard de ces 50 000, voire plus. C'est pour dire que notre discours n'est pas contre le peuple marocain, n'est pas contre le Maroc. Notre discours est contre le makhzen, et que à ceux qui regardent vos émissions, qui sont très regardés au Maroc, qu'ils sachent que nous ne nous inscrivons pas dans l'insulte, l'anathème et le discours haineux fait de mensonges et qui est développé aussi bien sur les réseaux sociaux par les officines dont on parlait tout à l'heure que sur les chaînes YouTube qui sont en train de fleurir et qui sont instrumentalisées. Oui. Et puis, il y a quelques intellectuels, entre guillemets, qui défendent la cause du makhzen et qui n'ont à la bouche que l'insulte et les contre-vérités à l'égard de notre pays. Nous ne répondons pas à ces gens-là qu'une amie journaliste qui s'intéresse beaucoup à la situation politique au Maroc, quand ces gens sont présentés comme politologues, elle a trouvé un nouveau concept, ce sont des insultologues. Nous ne rentrons pas dans l'insulte, mais nous analysons la situation du Maroc, qui est un pays de notre région, et que ce qui concerne, ce qui risque d'arriver au Maroc, pour des raisons endogènes et qui vont se compliquer. Qui vont se compliquer. De déstabiliser toute la région. Vous savez, madame, quand on se présente Amir el-Mouminin, le prince des croyants, et qu'on est le président du comité Al-Quds, et que contre tout ce qui fait l'histoire arabo-musulmane de notre région, vous, pas seulement, vous normalisez avec l'entité sioniste qui profite de tout ce qui arrive maintenant en Ukraine pour tuer plus de Palestiniens, pour s'attaquer aux citoyens de Al-Quds, dont il est le président du comité. C'est au-delà de cela. C'est, comme disent les jeunes, la honte, c'est la honte. Ça n'empêche pas de faire aussi un redoutable homme d'affaires. Hein. L'opprobre. Les Marocains le sentent, comme le disait Ami Saïd tout à l'heure. Ils ressentent que l'opprobre qui devrait rejaillir uniquement sur le roi, rejaillit sur nos frères marocains et qui les mettent vraiment dans des positions extrêmement difficiles par rapport aux pays de la région, au peuple de la région et au peuple musulman d'une manière générale. Alors vous parliez tout à l'heure du gouvernement marocain dirigé par Aziz Akhannouch qui fait l'objet d'un flot de critiques. On lui reproche son silence face à la corruption généralisée et son incapacité à apporter des solutions aux crises sociales dans laquelle patauge le citoyen marocain. Là, on va aussi vers une crise politique au niveau interne. Hein. Je crois que c'est d'abord la relève de la médiocrité de la classe politique marocaine. En fait, on a vu comment les islamistes ont été éjectés. Les islamistes ont été éjectés une fois que leur mission était terminée et qu'il ne fallait pas qu'ils viennent perturber
la lune de miel entre Rabat et Tel Aviv. Et puis, la configuration sociopolitique maintenant, j'allais dire, est clairement identifiée. Il y a le roi et son entourage par ce gouvernement de vautours qui ne cesse de s'enrichir et de spolier les richesses du pays. Et puis il y a tout le reste, tout le peuple qui est livré à lui-même, avec évidemment la garde prétorienne que constitue le Marzen et qui est là pour réprimer, pour embastiller, pour condamner, bref, pour assurer la sécurité du palais royal et la quiétude dans la luxure de ses prédateurs. Et donc, il n'y a pas d'autre sortie que celle qui est en train de se passer. Il n'y avait que la rue pour contester cet état de choses tout à fait insupportable. L'humiliation d'abord touchant à la personnalité du peuple marocain et à sa dignité, puis par la suite la précarité, la misère, devrons-nous dire, dans laquelle baigne une grande partie du peuple marocain, ne peut amener qu'à ce bouillonnement de la rue marocaine, que cette protestation, cette branca que connaît la société marocaine et qui, je le dis encore une fois, qui a tout l'air de se structurer. Et si ça structure, ça peut aller dans la durée. Si ça va dans la durée, c'est qu'on arrive à un divorce prononcé entre le roi, son oligarchie et le peuple marocain. C'est le risque, hein. On va arriver à cela pour parler encore de ce gouvernement qui est aujourd'hui rejeté par la population marocaine. Abdelaziz Aftati, le membre du secrétariat général du Parti de la Justice et du Développement, le PJD, a déclaré que la situation dans toutes les régions du royaume connaît des reculs au vu de l'incapacité du gouvernement à apporter des réponses, qualifiant les trois partis composant l'exécutif de triangle de la corruption. Aujourd'hui, les disparités se manifestent dans toutes les régions, aussi bien dans les villes que dans les régions, je veux dire, et cela touche essentiellement les jeunes. Cette déclaration du PJD est très intéressante parce que hier, il était partie prenante dans le pouvoir et évidemment, il a mesuré ce que peut coûter la compromission avec le pouvoir, un parti dans ses statuts qui défendre la cause palestinienne et qui, d'une certaine façon, approuve ou en tout cas parraine la normalisation. Il l'a payé très cher puisqu'il est passé de 112 députés à 12 députés. Il en a perdu une centaine dans ces élections. Et maintenant, pour survivre dans ce marigot politique, il ne lui reste plus qu'à essayer de trouver comment faire la jonction avec le peuple et revenir à ses fondamentaux, c'est-à-dire la justice sociale, si tant est qu'il peut la faire. Oui. Mais il est allé plus loin, hein. Il a carrément dit que la scène politique est malade et en faillite. Donc c'est un constat, j'allais dire, venant d'experts, puisqu'ils étaient au pouvoir il y a à peine quelques mois. Et de l'autre côté, il n'y a rien à attendre de Hanouch et son gouvernement, puisque de toute façon, les choses sont configurées de telle façon qu'ils ne peuvent que continuer encore qu'à spolier les richesses du Maroc, donc à appauvrir le peuple. Et tout cela n'obéit qu'à des injonctions qui viennent d'ailleurs. Le Maroc n'ayant plus l'indépendance de la décision politique, ni le roi ni son gouvernement, et par conséquent les prédateurs qui se trouvent aussi hors frontières du Maroc, qui vont à la curée, qui vont à la mangeoire avec le gouvernement marocain, ne vont pas laisser filer, j'allais dire, une telle proie qui est à leur portée. Et par conséquent, je pense que les choses vont aller de mal en pis pour le roi, bien sûr, et que le peuple ne se taira pas. De toute façon, il n'a plus rien à perdre. Il ne gagne rien. Il n'a plus rien à perdre. Par conséquent, ça peut se structurer. Si ça structure, bien sûr, cela peut aboutir à d'autres événements beaucoup plus importants sur le plan politique. Est-ce qu'on peut aller vers aujourd'hui, s'attendre à ce que ce gouvernement de Aziz Hanouch tombe également, parce qu'il y a aussi une pétition. Il y a une autre chose d'ailleurs dans cette situation. Il faut s'y attendre et de là on pourra expliquer l'achat d'armement effréné que pratique le Maroc, c'est que pour faire diversion, il va peut-être probablement accentuer sa guerre au Sahara occidental. On va revenir sur ce point justement, puisque ça impacte également la population, puisque c'est un surarmement et c'est des dépenses supplémentaires
La guerre coûte cher, on le sait, et c'est le citoyen marocain qui le paye aujourd'hui. Alors je disais, pour revenir sur ces déclarations, toujours pour parler de Abdelaziz Aftati, donc du PJD, qui dit que aujourd'hui ce n'a rien à voir avec les compétences et rien à voir avec il est là, loin d'être un gouvernement social. Vous le disiez tout à l'heure, ils étaient entourés d'hommes d'affaires. Si je suis d'accord avec la déclaration d'Aftati concernant la compétence, oui. Pour ce qui est de la politique sociale, les frères musulmans du PJD ont eu largement le temps pour mettre en place une politique sociale, et cela, ils ne l'ont pas fait. C'est facile aujourd'hui de critiquer. Ils n'ont pas fait. Les deux premiers ministres issus de ce parti, dont le président du PJD, ont eu un discours vers la fin de leur règne en disant « on ne nous a pas laissés ». Ils n'ont jamais identifié, ils n'ont jamais eu le courage d'indiquer que c'est le palais, que c'est le roi Mohammed VI, qui est un roi prédateur, le roi qui s'est présenté comme étant le roi des pauvres au début de son règne, s'est avéré plus prédateur que son père et beaucoup plus impliqué dans la trahison du peuple marocain. Tout à l'heure, Ami Saïd disait le Maroc perd de sa souveraineté. Est-ce que le Maroc a-t-il eu une souveraineté depuis que le nouveau Makhzen a été créé par l'IOT? Donc il a toujours été un État vassal, seulement la vassalité se déplace de capitale en capitale. Elle est tout à fait française, elle est devenue américaine, plus américaine avec la guerre froide, et elle est maintenant beaucoup plus du côté de l'entité sioniste. Je voudrais, si vous me permettez, madame, tout à l'heure j'ai parlé des causes endogènes qui vont accélérer la déliquescence du régime du Makhzen, mais aussi qui vont aggraver l'érosion du pouvoir d'achat des Marocains. Nous avons parlé des causes endogènes, une mauvaise gestion, l'incompétence de la classe politique, la prédation, la corruption érigée en système de gestion, mais il y a des réalités maintenant sur le plan économique au niveau international. Ce qui arrive dans le Donbass et en Ukraine a eu deux impacts essentiels pour des raisons objectives. La Russie est l'un des plus grands producteurs, exportateurs du pétrole et du gaz. Et les problèmes, nous avons vu comment cette augmentation fulgurante des prix des produits énergétiques, du brut notamment. Le Maroc n'est pas un pays pétrolier et il n'est pas un pays gazier. Donc, vous voyez la facture énergétique à laquelle il doit faire face avec cette économie déstructurée dont on parlait. Il y a une grève des transporteurs, justement, pour... Et qui vont se répercuter directement et sur l'économie. Le pétrole étant, avec ses dérivés, étant un intrant important dans la vie économique et sociale de tous les pays. Et puis, la Russie et l'Ukraine sont parmi les plus grands producteurs de blé au monde. Et nous avons vu les prix du blé qui ont augmenté les 4 premiers jours de l'opération militaire de 20%. En moins de 72 heures, ils ont augmenté de 5% encore à 25%. Il est impossible pour un pays n'ayant pas une politique sociale, n'ayant jamais pensé à avoir une politique sociale, de faire face en même temps à une augmentation exponentielle de la facture énergétique et de la facture alimentaire. Parce qu'il faut dire que nous sommes dans les pays d'Afrique du Nord, nous avons les mêmes traditions culinaires. Si ce n'est pas le couscous, c'est le berboucha. Si ce n'est pas le berboucha, c'est le tam. Donc, il risque d'y avoir une crise de la faim.
Le professeur Barkouk, qui est un grand observateur de la scène politique, sécuritaire et stratégique de notre région et de par le monde, a parlé des révoltes de la faim, Sawarat el-Joua, et que les premiers à être touchés sont les pays qui doivent faire face d'abord à ces deux factures importantes, la facture énergétique et le blé, mais aussi des pays qui n'ont pas de mécanisme pour amortir ces augmentations exponentielles, qui n'ont pas, pour des raisons aussi objectives, qui n'ont pas une surface financière pour faire face. Et en plus, ce que vous disiez, et je vous rends la parole, ce que vous disiez, 1,1 milliard pour l'acquisition de l'armement auprès d'un seul client, d'un seul fournisseur, c'est-à-dire les États-Unis. Ce sont les 11 signataires, sénateurs qui ont saisi l'administration Biden. 1,1 milliard pour l'acquisition de nouveaux matériels qui sera utilisé d'abord contre les soldats, les Djihad de la LPS, de l'Armée de Libération Sahraoui, du Polisario, et contre les civils. C'est-à-dire qu'on doit s'attendre à ce qu'il y ait une montée de la crise au Sahara occidental. Vous le disiez, pour détourner l'attention aujourd'hui du peuple marocain, on doit s'attendre à cela. Oui, moi, à titre personnel, je le pense. Le Makhzen étant blessé, le Makhzen faisant face à une situation économique et sociale difficile et qui va, pour des raisons objectives dont on a parlé, endogènes et exogènes, qui va s'accélérer, bien sûr, pour reprendre une parole, un adage de M. de Talleyrand est repris par Napoléon III, une petite guerre pour éloigner les problèmes internes est toujours de bon aloi. Et la fuite en avant, le Makhzen, ça connaît bien. C'est la politique aujourd'hui du Makhzen, et la fuite en avant. Monsieur Layachi, on doit s'attendre à cela. Tout à fait. D'abord, vous parliez de crise de la faim. Ce sont des émeutes de la faim. Bien entendu, les gens sont sortis parce que, encore une fois, ils sont dans la misère. Ils sont dans la misère, j'allais dire, toutes catégories confondues. Et pour ce qui est du danger d'une guerre, il est très probable que d'une façon ou d'une autre maintenant, il y aura des manœuvres de diversion, donc comme cela a été fait d'ailleurs. Vous savez que ce problème du Sahara occidental, Hassan II s'en est servi pour échapper à des tentatives de coup d'État à plusieurs reprises. À répétition. À répétition, oui. Et il a réussi parce qu'il a trouvé une classe politique très, en tout cas pas au service du peuple, à réaliser une sorte d'union sacrée autour de ce dossier. Et ils ont connu donc 40 ans de stabilité, en tout cas du point de vue pouvoir politique. Mais pour ce qui concerne la guerre, c'est clair que l'armée marocaine, en tout cas le pouvoir marocain, va actionner l'armée marocaine pour faire face donc déjà aux engagements militaires que réalisent les unités combattantes du Front Polisario, et surtout avec le calcul de pouvoir dire que avec donc cet armement nouveau, avec ces armes plus ou moins sophistiquées, il va pouvoir mieux résister donc aux attaques du Polisario, lequel Polisario d'ailleurs s'est très bien adapté. Il s'adaptera encore davantage à ces nouvelles donnes sur le plan militaire, et de là, de le faux calcul. Et donc, se poursuit. Donc, le roi, son gouvernement et son Makhzen sont condamnés à faire face à la réalité sociale de leur peuple, par conséquent aux revendications qui sont celles des Marocains et des Marocaines, et par conséquent, il n'a pas la solution. Il n'a aucune solution. Juste pour donner des chiffres, le budget de défense marocain 2022, vous disiez 12,8 milliards de dollars seront alloués à l'achat et la réparation d'équipements des forces armées royales, ce qui est lié à l'achat de nouvelles armes, ce qui signifie encore de nouveaux accords avec l'entité sioniste. Tout à fait. Et puis, rattacher ce chiffre important que vous venez de donner au BIP,
marocain qui a la dette extérieure du Maroc qui est faramineuse, 43 milliards de dollars, et au taux de chômage qui est exorbitant, à l'inflation à 2 chiffres que connaît le Maroc. Et par conséquent, la situation peu reluisante de l'économie marocaine ne pourra pas permettre au gouvernement marocain et au roi de faire face à ces émeutes qui vont continuer, parce que il n'y a pas de perspective, il n'y a pas il n'y a rien qui peut constituer une promesse à l'horizon. Et donc, ça ne peut qu'augmenter. Surtout, encore une fois, si cela se structure, et c'est pas une guerre contre le Polisario qui pourra peut-être détourner l'attention de la population marocaine cette fois-ci. Hein. Absolument. Alors, dans un pays où la pauvreté et le chômage font des ravages, luxe et abondance sont les mots d'ordre de la famille royale. Mohamed VI est, à titre privé, le plus gros banquier, propriétaire terrien et producteur agricole du royaume, ce qui risque d'exacerber encore plus la situation quand on voit cette inégalité qui se creuse encore davantage. Au début de cette émission, j'ai parlé d'une revendication du mouvement du 20 février. C'est d'aller vers une monarchie parlementaire, constitutionnelle. Le refus de la monarchie constitutionnelle. Ce n'est pas pour des considérations religieuses, c'est la raison fallacieuse, c'est l'argument fallacieux qui a été présenté, mais parce que, dans une monarchie constitutionnelle, la mainmise de la famille royale sur toutes les richesses du peuple marocain sera soumise au contrôle du Parlement. Donc, vous me dites le plus grand banquier, non, le plus grand prédateur, parce qu'un banquier, s'occupe, oui, il prend des risques et il fructifie ses biens. Un prédateur ne prend pas de risques et au lieu de fructifier ses biens au Maroc, les envoie dans les banques américaines, suisses. On estime sa fortune à 8,2 milliards de dollars, hein, selon les médias anglais, en mars 2020. Cet argent est en dehors du circuit économique marocain, qui ne participe pas à l'investissement. Vous savez, au Maroc, vous vous levez le matin, vous achetez le lait, votre lait, vous payez les oligarques et le roi, vous recevez votre premier coup de fil, vous payez le roi à travers une compagnie téléphonique, vous prenez le transport, vous arrêtez à la première pompe du coin, vous donnez de l'argent à Khanouch, et ainsi de suite. Donc c'est une économie de prédation. Maintenant, il y a des gens, notamment un type de revue et de presse qui ne nous intéresse pas, qui parle du scandale des montres du roi qui ont été volées et qui coûtent 15 millions de dirhams. Ce n'est pas cela. Ce qui est essentiel, c'est que vous avez une structure économique que le mépris de la famille régnante et du Makhzen et des oligarques à l'égard du peuple marocain. C'est un mépris d'ordre moral, d'ordre éthique, d'ordre économique et social. C'est-à-dire, c'est l'écrasement. Ça nous ramène aux royautés du XVe siècle, où c'est le comportement du roi, j'allais dire, du roi de droit divin, qui n'a de compte à rendre qu'à son créateur, et que... Ça n'empêche pas de profiter des biens terrestres. Mais bien sûr, et qu'en réalité les autres, ce sont ses sujets. Ce sont ses sujets. Cette question de citoyenneté est devenue importante pour le peuple marocain. Devenir citoyen, ce qui est une chose normale pour les Algériens, pour nous les Algériens, pour notre pays. La citoyenneté, nous l'exprimons, nous ne sommes pas tout le temps d'accord avec ceux qui nous gouvernent, nous le disons. Nous sommes des citoyens à part entière, nous nous exprimons. Parce que les Marocains, si Mustapha, n'ont pas droit à quelque chose qui est essentiel, c'est le droit à la dignité. Qu'est-ce que je veux alors, il est exercé pleinement chez nous, bien sûr. Ils sont sujets. C'est terrible. Rien qu'à prendre l'exemple des enseignants contractuels, qui demandent juste aujourd'hui à ce qu'ils aient un métier plus stable ou un avenir plus stable. On n'a pas hésité à
à faire des ponctions sur leur salaire ces 3 derniers mois, malgré la crise. Donc ça exacerbe encore plus la tension. Oui, on s'attend à ce qu'elle de l'emploi. Vous savez, madame, les gens ne parlent pas du premier créateur créateur d'emploi qui est les petits hôtels touristiques, les petites échoppes du tourisme, qui ont lancé le premier cri d'alarme il y a de cela 3 ans, dès le début de la pandémie. Ils n'ont pas été soutenus, compris par une banque, la BNCE, pour ne pas la nommer, qui est la banque des grands trafiquants de drogue, qui est la banque du roi, n'a pas fait le moindre geste pour aider ces petits artisans qui, en réalité, permettent aux familles marocaines de manger pas du pain blanc, mais de manger du pain noir. Et ça, c'est complètement terrible. Mais ce qui nous inquiète, nous, c'est de voir ce qui nous inquiète en tant qu'Algériens, parce que nous aimons les Marocains. Nous aimons le peuple marocain, ce n'est pas un discours creux. Nous les aimons, nous les avons aidés. Le gaz, c'était pour que le Marocain moyen, qui est branché au réseau de gaz et d'électricité, dont le taux de pénétration ne dépasse pas 43%, contre 97% en Algérie, c'est pour permettre à ces gens de payer leurs factures de gaz, leurs factures d'électricité. Nous aimons le peuple marocain parce que les Marocains qui viennent travailler dans notre pays sont reçus dans l'honneur, dans la dignité. Et qu'en réalité, des fois, honnêtement... il ne nous reste que 5 minutes, hein, on va essayer de parler. Dire ça, oui. Quand on voit la propagande marocaine dire on est sidéré de voir comment un régime peut tomber aussi bas et développer un discours aussi futile à l'égard d'un pays qui a toujours fait preuve de bienfaisance envers le Maroc. Alors on parlait beaucoup de la monarchie qui se retrouve fragilisée plus que jamais aujourd'hui. Beaucoup pensent qu'il y a aujourd'hui le problème de la succession qui est en train de se préparer. On sait aussi que le roi Mohamed VI a des problèmes de santé. Il y a des dissidences sur cette question. Beaucoup pensent que le prince héritier n'est pas, le futur roi n'est pas prêt pour tenir ce rôle justement. Mais en quoi cela peut-il être important pour le peuple du Maroc? Ce qui serait important. C'est-à-dire qu'il y a encore une crise politique interne. Ce qui peut être... les choses sont gérées ailleurs. La succession est gérée ailleurs. Pour mémoire, et puisque vous parlez de ce problème qui ne me paraît pas important, Mohamed VI lui-même n'était pas très en vue pour succéder à son père, si ce n'était son droit d'aînesse. Driss Basri l'a payé de son poste. Driss Basri a recommandé le prince Rachid pour être le futur roi, et pas Mohamed VI qui était, semble-t-il, quelque peu limité intellectuellement en tout cas. Et donc, ces choses-là se décident d'ailleurs. C'est d'ailleurs en France que la succession s'est faite au bénéfice de Mohamed VI. Ce qu'il faudrait peut-être... L'histoire est là, M. Layachi, pour nous rappeler que l'adhésion du peuple est importante lorsqu'on veut accéder au Madame pouvoir. Friel, je pense que les choses peuvent aller vers le divorce. Et Voilà, à ce moment-là, et le peuple déjà conteste, parce que nous n'avons pas parlé d'un aspect qui est important. Le peuple aussi est monté en cadence. Il est passé à la désobéissance civile. Plus ces factures dont parlait M. Mustafa, de gaz, d'électricité, d'eau, etc. D'abord, il n'a pas les moyens de les payer, mais aussi c'est un geste fort. Il y a un boycott. C'est un geste fort de la part du peuple marocain. Et donc, de ce côté-là, je crois qu'il faut attendre surtout l'évolution de ce mécontentement, de ce bouillonnement de la rue marocaine et voir comment, probablement que le gouvernement va réagir de façon brutale, comme à son habitude, mais ça ne fera qu'exacerber les tensions, ça ne fera encore que renforcer la détermination du peuple marocain qui, à ce moment-là, pourra arriver à une étape, j'allais dire, de séparation de ses dirigeants. Le dernier mot, M. Hadem, justement, sur
ces chemins de pouvoir qui sont pavés d'incertitudes, mais qui n'aboutissent pas sans l'adhésion du peuple au final. Tout à l'heure, j'ai parlé de raisons endogènes et exogènes qui font que le Makhzen a atteint ses limites. La monarchie, me semble-t-il, a atteint aussi ses limites, quoique je ne partage pas complètement l'avis de M. Saïd sur l'importance de la succession. Mais je voudrais revenir très rapidement pour clore cette émission sur deux choses. Le Makhzen sait qu'il a atteint ses limites. Et vous savez, un pouvoir blessé, acculé, peut avoir des comportements dangereux pour la paix dans la région. Nous avons vu comment le Makhzen a levé tous les verrous pour les subsahariens. Nous avons vu l'envahissement par 3700 subsahariens sur les enclaves de Cebta Melilla. Mais ce que la presse marocaine ne dit pas, c'est que le nombre de déserteurs, de jeunes conscrits marocains qui ne veulent plus mourir pour les richesses, pour permettre aux prédateurs d'élargir leur prédation au-delà vers le Sahara occidental. Ils ne veulent plus mourir pour cela. Et ça, c'est encore l'une des formes de désobéissance civile les plus frappantes et qui vont mettre encore en danger le Makhzen qu'il est déjà. Je pense qu'in fine... C'est une des autres armes aussi du Makhzen que d'utiliser également les migrants pour faire pression sur l'Espagne. Absolument. Tout à l'heure, on parlait du budget militaire. L'entretien du mur de la honte et des troupes marocaines qui sont dans ce qu'ils appellent, qui sont au Sahara occidental, ce qu'ils appellent la zone sud, coûte 10 millions de dirhams par jour, uniquement pour la troupe. On ne parle pas d'acquisition d'armement. Est-ce que vous pensez qu'une économie aussi déstructurée, avec la crise qui vient, qui se profile sur la facture énergétique et sur la facture du blé, et avec une dette extérieure, une dette de l'État de 43 milliards de dollars, est-ce que vous pensez qu'un pays, un État, sans économie structurée, sans énergie à l'export, et dont les produits commencent à poser problème, quand on voit la décision de la Hollande de renvoyer les oranges, les mandarines et les tomates parce qu'elles sont pleines de, comment on appelle ça, de pesticides, au-delà de tous les standards internationaux, je pense que le risque n'est pas uniquement à l'intérieur du Maroc, mais c'est pour la sécurité de toute la région. Merci messieurs de nous avoir éclairé la situation. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à très bientôt.